Bonjour et bienvenue dans Scène de crime. Sur notre thème, la justice est-elle réellement laxiste? Nous avons l'honneur de recevoir au sein de nos locaux Monsieur Youssef Badr, magistrat et ancien porte-parole du ministère de la Justice. Monsieur Badr, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pour ceux totalement étrangers au milieu judiciaire, pouvez-vous nous expliquer votre parcours et notamment votre rôle en tant que magistrat du parquet? Alors, j'ai été étudiant en droit à la fac de droit, à la faculté de Villetaneuse pendant 4 ans. J'ai fait ma 5e année à la Sorbonne. Ensuite, j'ai préparé le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature, concours que j'ai obtenu la 2e fois. Je suis rentré à l'ENM en janvier 2008. J'en suis sorti en août 2010, donc la scolarité classique. J'ai fait 2 ans au parquet de Meaux, au tribunal judiciaire de Meaux, donc à l'époque le tribunal de grande instance de Meaux. Ensuite, un peu moins de 4 ans au parquet, donc toujours comme substitut du procureur au tribunal judiciaire de Bobigny. Ensuite, j'ai fait 2 ans au parquet de Paris. Le métier de procureur, il est très très varié. Il y a différentes fonctions. La plus connue, parce que c'est la plus visible, c'est le fait de requérir à l'audience. Donc on appelle souvent le procureur de la République l'avocat de la société, puisqu'en fait quand il prend la parole à l'audience, il prend la parole au nom de la société. Donc c'est quand on rentre dans un palais de justice, généralement la personne qui se trouve à gauche et qui se lève notamment pour prendre la parole. Donc là, mon rôle était de défendre les dossiers devant le tribunal que j'avais soit poursuivi moi-même, soit qu'un de mes collègues avait renvoyé devant le tribunal correctionnel. Donc ça, c'est le fait de requérir à l'audience et demander l'application de la loi. Donc vous prenez la parole, alors soit pour demander parfois la relaxe au tribunal correctionnel, ou soit pour demander l'application de la loi. Donc ça peut être vous expliquer pourquoi les faits sont caractérisés, pourquoi est-ce qu'ils sont graves ou moins graves, et vous demandez une peine, vous demandez à ce que le tribunal prononce une peine à l'encontre du prévenu ou de l'accusé devant la cour d'assises. Et ensuite la peine, ça peut être différent, ça peut être soit une peine d'amende, soit une peine d'emprisonnement, soit une peine de... Voilà, donc après c'est différentes peines qui sont dans le code pénal et qui sont encourues pour le délit pour lequel la personne comparaît. Ensuite, le métier de procureur, une des facettes importantes, c'est ce qu'on appelle assurer la permanence téléphonique. Je prends un exemple très simple. Vous êtes substitut du procureur en Seine-Saint-Denis. Vous êtes, par exemple, vous occupez de l'action publique générale. Donc, tous les délits qui sont commis, par exemple, du lundi au vendredi, sur l'ensemble du département, les policiers vont vous rendre compte jour et nuit. Donc, de ce qui vient de se passer. Exemple très simple. Là, je sais pas, il doit être à peu près 15 heures. Le commissariat, je sais pas, je dis au pif de la Courneuve, vous appelle et vous dit oui, bonjour, monsieur Badre, on vient d'interpeller un véhicule avec 2 individus dedans et il y a 50 kilos de résine de cannabis dans le véhicule. Qu'est-ce que vous faites? L'ouverture d'enquête, la qualification des faits, le placement en garde à vue, de quel motif, vous assurez que la procédure elle est régulière et ensuite vous assurez tout le suivi de la garde à vue, la prolongation, la poursuite et qui dit poursuite ensuite selon quel mode. Donc ça vous le faites sur l'ensemble des gardes à vue et l'ensemble des enquêtes préliminaires qui ont lieu durant votre semaine de permanence. Ensuite, vous avez le traitement du courrier. C'est tout ce qui ne passe pas par la permanence téléphonique. Ça vous est envoyé directement par procédure courrier. Ça peut être des dénonciations anonymes parfois, ça peut être quelqu'un qui va expliquer que son voisin, il a, je sais pas moi, bâti un mur dans son jardin alors qu'il n'avait pas le droit de le faire et tout ça. Donc, vous traitez tout ça et vous l'envoyez soit en enquête, soit parfois quand il n'y a pas d'infraction, vous classez, soit vous recevez les gens pour leur expliquer pourquoi la procédure vous avez dû la classer. Donc ça, c'est le traitement du courrier. Ensuite, il y a un certain nombre de réunions que vous assurez avec les services enquêteurs, avec vos partenaires, avec le maire, avec d'autres élus, avec des associations, les partenariats, voilà, avec différents interlocuteurs. Il y a ensuite un travail de synthèse et de rédaction très important qui est le suivant. Lorsque vous décidez de poursuivre quelqu'un, soit vous avez une procédure qui représente à peu près 95% des procédures, qui est l'apanage du parquet du début à la fin, c'est-à-dire que c'est vous qui avez décidé de l'ouverture de l'enquête et c'est vous qui décidez de la poursuite, vous renvoyez devant le tribunal, soit lorsque c'est une affaire criminelle, vous êtes automatiquement obligé de saisir un juge d'instruction. Le juge d'instruction, donc, il va instruire, donc l'information judiciaire à charge et à décharge. À l'issue de la procédure d'information judiciaire, le dossier revient au parquet pour ce qu'on appelle un réquisitoire définitif. C'est-à-dire que le dossier me revient, qu'il fasse un tome ou qu'il en fasse 100, vous devez faire une synthèse des faits, de tout le dossier, une analyse juridique, et ensuite vous le renvoyez au juge d'instruction en lui demandant, donc c'est ce qu'on appelle un réquisitoire définitif, en lui demandant soit de prononcer un non-lieu, soit de renvoyer la personne, et si il renvoie la personne, quelles sont les qualifications, quelle est la juridiction compétente, tribunal correctionnel, cour d'assises, et de quel fait. Et ensuite vous statuez également sur ce qu'on appelle les mesures de sûreté. Si la personne elle est en détention, elle reste en détention, pourquoi? Si elle est sous contrôle judiciaire, elle reste sous contrôle judiciaire, pourquoi? Voilà, en attendant ensuite pour vous d'aller soutenir le dossier
devant la juridiction compétente. Voilà, après il y a plein d'autres facettes du métier de procureur qui sont pas... Voilà, exactement, c'est très variable, c'est très varié. Moi, mes meilleurs souvenirs, oui, j'ai des souvenirs gravés de moments d'audience et tout ça, mais ce que je trouvais, voilà, moi, ce que je trouvais passionnant, je vous disais tout à l'heure, c'est l'avocat de la société. Ça fonctionne un peu aussi comme un cabinet d'avocats, en fait. C'est une équipe, le parquet, qu'on soit 5 ou qu'on soit 50 ou qu'on soit 100. On fonctionne, voilà, en équipe. C'est les réunions qu'on fait quotidiennement sur l'action publique, sur les dossiers. À ton avis, qu'est-ce que je fais? Je pense le poursuivre comme ça, mais je suis pas certain. Est-ce que je vise telle qualification? Vous allez sur une scène de crime, vous revenez, des choses qui vous ont interpellé, vous en discutez avec vos collègues, ils vous donnent des conseils, ils vous mettent le doigt sur des choses que vous n'avez pas vues, inversement. Donc voilà, donc c'est très 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 variable et très varié comme activité. Et je trouve qu'en sortie d'école, je trouve que c'est très formateur. Moi. Les premières synthèses des états généraux de la justice nous montrent que les citoyens ont une perception laxiste de la justice pénale. Comment vous l'expliquez? Alors, d'abord, c'est pas quelque chose qui est très étonnant, parce que c'est pas quelque chose c'est-à-dire que ça vient pas des états généraux de la justice et on se dit ah oui tiens c'est fou ça, c'est incroyable, c'est quelque chose qui est vieux, c'est absolument pas nouveau. Au début du siècle, vous retrouvez dans des écrits ou dans des livres qui ont été écrits exactement les mêmes reproches qu'on fait à la justice aujourd'hui, à savoir que elle est laxiste, que personne n'a confiance dans l'institution judiciaire, que elle sait pas écouter les victimes, qu'elle sait pas indemniser et tout ça. Donc c'est pas quelque chose qui m'étonne. Je vous parlais d'écrits ou de livres au début du XXe siècle. Si vous regardez en janvier 2022, il y a eu un sondage dans le journal du dimanche, pareil, qui disait un Français sur deux a confiance dans l'institution judiciaire. Donc c'est pas quelque chose moi personnellement qui m'étonne. La question c'est comment est-ce qu'on peut l'expliquer, à mon avis. Moi je pense modestement que il y a d'abord une erreur sur ce qu'est le rôle de la justice. La justice, elle n'est pas là pour satisfaire tout le monde, en fait. Comme disait un magistrat que j'aime beaucoup et qui a été premier président de la Cour de cassation, Pierre Truche, il disait quand l'institution judiciaire, quand la justice est saisie, il y a déjà un problème, en fait. C'est déjà le constat d'un échec. Constat d'un échec d'une union, un couple qui se sépare, échec d'une vie ou d'une cellule familiale, un enfant qui va être placé, quelqu'un qui est décédé d'une mort violente. Donc il y a déjà en fait une difficulté. Donc l'institution judiciaire, elle n'est pas là pour donner satisfaction, elle est là pour rendre la justice. De la manière qu'elle n'est pas là pour frapper comme un sourd ou comme une sourde sur des gens qui comparaissent devant elle. Elle est là pour savoir à un instant T ce que vaut un fait qui lui est présenté en fonction des faits, de leur gravité, des éléments de personnalité de la personne qui comparaît, du statut de la victime, de la plaignante, qu'est-ce qu'elle demande et tout ça. Donc la première, à mon avis, c'est je pense qu'il y a peut-être une méconnaissance ou une méprise sur ce qu'on attend de l'institution judiciaire. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est la lenteur. Évidemment que, comme on manque de moyens, et comme la justice, forcément, elle met du temps, parfois, à statuer sur des faits assez graves, et bien, plus elle met du temps, plus les gens s'impatientent, plus forcément, ça va susciter de la critique, de la crispation, et plus les gens vont vous dire, mais la justice, on ne peut pas avoir confiance en elle, et puis de toute façon, elle est laxiste, puisqu'elle met du temps à passer. Il y a des décisions de justice qui sont rendues 4 ans après les faits. La personne est condamnée, peut-être à la hauteur de ce que la victime attendait. La victime est indemnisée, elle est reconnue en son statut de victime. Néanmoins, même malgré tout ça, la personne estime avoir attendu 4, 5 ans, 6 ans. Effectivement, c'est anormal. Et donc tout ça, ça contribue, à mon avis, du fait de se dire la justice, elle est trop laxiste. Ensuite, il y a pour moi 2 autres éléments. La troisième chose, c'est que il y a aussi des affaires qui sont médiatisées. On parle beaucoup des trains qui arrivent en retard, et pas forcément de la justice qui est rendue quotidiennement pour entrer dans une juridiction, n'importe laquelle en France. Vous asseyez dans une salle correctionnelle, vous allez voir que la justice elle est rendue tous les jours. Des gens qui ont conduit sans permis, des gens qui ont commis des blessures involontaires, parfois des homicides involontaires, des gens qui ont pour des violences conjugales, des gens pour des vols, pour des affaires d'appropriation frauduleuse, avec des gens qui sont indemnisés. Ça, c'est la justice qui fonctionne tous les jours, en fait. Et ça, on n'en parle pas, ou on en parle peu, en tout cas. Ce dont on parle, c'est souvent des dysfonctionnements ou des affaires un peu emblématiques où on voudrait que ça aille plus vite, où on voudrait que la personne soit embastillée, quasiment presque exécutée sur place immédiatement. Mais ça, c'est pas le fonctionnement de l'institution. Donc, on médiatise beaucoup ce qui dysfonctionne et les affaires un peu qui sortent de l'ordinaire. Vraiment des affaires qui impliquent des personnalités politiques aussi, non. Et justement, cette lenteur de la justice, est-ce qu'elle est confortée aussi par cette idée-là de se mettre énormément de temps à donner une décision? Vous parliez des responsables politiques, ou en tout cas des gens qui sont parfois mis en cause ou mis en examen par l'institution judiciaire.
ou poursuivi ou renvoyé ou même jugé, ça fait partie également des éléments, pour moi, qui justifient aussi ces critiques, à mon avis, parfois infondées. C'est qu'en fait, vous avez des gens qui sont censés représenter cette institution, qui sont censés parfois la défendre ou en tout cas l'expliquer, et qui sont en permanence dans la critique sur l'institution. Et donc, plus vous allez critiquer une institution, plus vous allez la dévaloriser vis-à-vis de l'opinion publique, et plus l'opinion publique, qui va entendre des critiques systématiques sur l'institution, va se dire, si ces critiques sont formulées, notamment par des responsables politiques, peut-être qu'elles sont justifiées finalement. Et donc, du coup, au lieu d'expliquer son fonctionnement, au lieu d'en parler, et au lieu d'expliquer la complexité, parce que c'est complexe, forcément, toute affaire elle est complexe, et non, on est systématiquement dans la critique, à savoir que la justice, soit elle est politique, soit elle est aux ordres d'un tel, soit elle est là pour effectivement éliminer parfois des responsables, et en fait, ça contribue grandement à fragiliser l'autorité de la justice, et donc, du coup, prenez tous ces éléments, vous demandez à des gens, les gens vont vous dire, quand j'ai entendu parler de l'institution judiciaire, généralement c'était dans de mauvais termes. Ouais, j'ai plutôt tendance à considérer que soit la justice fait pas son boulot, soit elle est laxiste, soit elle a tendance à mettre sous le tapis des affaires qui sont graves. Ce qui, quand même, quand vous mettez les pieds dans un tribunal ou quand vous fréquentez la juridiction, vous vous rendez compte que c'est absolument pas le cas. Par rapport à cela, il y a beaucoup de personnalités politiques aussi qui ont mis en l'état des problèmes par rapport aussi aux magistrats. Notamment, je pense à quand M. Nicolas Sarkozy a eu des paroles à l'égard des magistrats qui a justement les a complètement révoltés et ont été mis en grève par la suite. Bien sûr, moi je crois de mémoire, je crois que c'était en 2007, on a parlé du laxisme des juges de Bobigny. Mais en fait, il faut aller à Bobigny pour voir ce que c'est la réalité d'un juge ou d'un procureur à Bobigny, pour comprendre, je crois que c'était sincèrement cette semaine, je crois, en discutant avec des collègues de cette juridiction-là, on me disait que une des chambres de comparution immédiate, ils ont fini à 3h du matin. Est-ce que c'est normal, dans une des plus grandes puissances mondiales, d'avoir une justice qui juge des gens à 2h ou 3h du matin? Faute de moyens, faute de magistrats, faute de greffiers, faute de gens qui finissent par tomber malades, faute de moyens. Est-ce que ça, c'est normal? C'est absolument normal. Donc, quand on parle du laxisme des institutions judiciaires, moi, j'ai envie de dire, mais regardons peut-être la médiocrité des budgets qui ont été alloués pendant 50 ou 60 ans à l'institution. C'est déjà miraculeux, sincèrement, c'est déjà miraculeux que l'immense majorité des décisions de justice soient rendues presque dans les temps, et que les magistrats, les greffiers, les fonctionnaires, les avocats continuent tous les jours à se remonter les manches et à rendre la justice, non pas pour la beauté du truc, parce qu'on sait que nous, il y a des auteurs prévenus, accusés qui attendent, et parce qu'il y a des parties civiles victimes, des gens qui attendent aussi très longtemps. C'est pour eux qu'on le fait. Moi, l'institution judiciaire, si j'ai voulu devenir magistrat, c'est pas pour qu'on me donne des médailles, c'est parce que je crois dans ce métier-là, et qu'est-ce que je pense qu'il y a une véritable attente vis-à-vis des citoyens. Moi, c'est la seule chose. Il y a un élément que je voudrais ajouter sur le laxisme supposé de l'institution. Le ministère de la Justice publie, je crois que c'est tous les mois ou tous les 3 mois, des analyses très détaillées qui s'appellent Infostat, qui sont en ligne sur le site du ministère de la Justice. Il y a énormément de documentation dedans. En farfouillant une fois dessus, parce que je cherchais un numéro sur un élément précis, je suis tombé sur une étude, donc un Infostat, qui date de 2011, donc il y a 10 ans, qui est pas si vieux que ça. Et il est hyper intéressant parce que sur 134 000 victimes, ils ont pris 134 000 victimes, on s'est rendu compte qu'il y en avait 1 sur 2 qui, après son passage devant l'institution judiciaire, s'était déclarée totalement satisfaite. Donc quand on vous dit il y a un Français sur 2 qui est mécontent, je peux aussi vous dire que si vous prenez à un moment donné des statistiques et que vous allez voir concrètement la justice quotidienne et que vous demandez à des gens, notamment 134 000 victimes, c'est pas rien, ça commence déjà à être conséquent, et que vous demandez aux gens, est-ce que vous êtes satisfait de la décision de justice qui a été rendue, est-ce que vous avez été indemnisé, est-ce que vous estimez avoir été entendu, une victime sur 2 estime avoir été totalement satisfaite, non seulement par l'écoute qu'elle a eue de son magistrat, par les dommages et intérêts, et par le fonctionnement et l'information qu'elle a eue dans la procédure. Donc c'est aussi intéressant de voir que parfois ce qui est relayé par l'opinion publique ou par les médias, c'est pas toujours la vérité. Les alternatives aux poursuites, et comme le rappel à la loi, et justement la justice pénale négociée, comme la reconnaissance préalable de culpabilité, se sont fortement développées. Est-ce que vous pensez que ça contribue à donner à la justice une image laxiste, soit parce qu'elle accepte de renoncer, soit parce qu'elle accepte de négocier justement avec les délinquants? Alors, il faut savoir ce que c'est que la CRPC, donc la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La CRPC, ceux qui pensent qu'elle est laxiste, c'est des gens qui peut-être ne savent pas ce qu'est la réalité de la CRPC. La CRPC, déjà, elle est prévue pour un certain nombre de délits précis. Elle n'est pas prévue pour tous les délits du code pénal. Mais surtout,
À partir du moment où la personne reconnaît les faits, c'est-à-dire qu'elle vient devant l'institution et elle vous dit euh, la conduite sans permis, là, ou les 200 grammes de stupéfiants, effectivement, je reconnais, ils sont à moi, voilà, je suis désolé. Plutôt que d'aller à l'audience, c'est pas le tribunal ou son avocat, c'est le procureur qui poursuit, qui propose une peine. Donc le procureur propose une peine. Le procureur, c'est quand même l'autorité de poursuite. Donc on part pas du postulat que s'il y a une partie qui est plus ou moins laxiste, ça va être le procureur. Le procureur, justement, il est là pour faire appliquer la loi. Le procureur propose une peine parce qu'on estime que les délits qui ont été prévus par le législateur, hein, pas par les magistrats, par le législateur, on estime que donc ça rentre dedans. Il reconnaît les faits, on propose une peine. Soit la peine elle est acceptée, le procureur lui estime que c'est la peine juste, valable. À ce moment-là, la personne avec son avocat accepte, il souscrit, c'est quand même une peine, que ce soit une peine d'amende ou une peine d'emprisonnement. Il souscrit, signe, et ensuite il y a un double regard parce que c'est validé par un président de la juridiction. Soit le procureur propose une peine et la personne dit non, c'est trop sévère, c'est hors de question. À ce moment-là, on n'enferme pas le dossier en disant bon bah merci beaucoup, rentrez chez vous, c'est terminé. Non, c'est renvoyé devant le tribunal correctionnel. Donc on peut pas parler de laxisme, c'est absolument pas de laxisme. Au contraire, moi je pense que c'est une voie, à mon avis, qui mérite d'être développée et qui l'est d'ailleurs, parce que je pense que ça désengorge les tribunaux et ça permet à la justice de passer de manière tout à fait normale en fait. Faut savoir que généralement, moi, l'expérience que j'en ai eue au parquet pendant 7 ans, ce que je proposais à la personne, c'est ce que j'aurais requis au tribunal. Hein. C'est la même chose, sauf qu'on passe pas devant le tribunal, c'est pas une audience publique, on passe dans un bureau avec son avocat. Voilà, parfois évidemment, il négocie, il dit à la personne va vous dire non mais c'est trop élevé, ou m'annulez pas le permis, j'en ai besoin pour travailler, s'il vous plaît, mettez-moi une suspension ou autre chose. Évidemment, on n'est pas là pour taper, le procureur n'est pas là pour sanctionner sévèrement, et il est là pour comprendre ce que les faits qu'il a commis justifient. Donc on regarde les éléments de personnalité, c'est très important. Vous savez, quelqu'un qui est inséré et qui vous dit si vous m'annulez le permis, je vais perdre mon emploi, c'est quoi l'intérêt? C'est de lui faire perdre son emploi pour qu'il rebascule dans la délinquance, ou c'est que lui ait une peine, qu'il ait compris, qu'il ne récidive pas, et qu'il ait une peine juste, et que lui qu'on puisse continuer à travailler. Je pense que n'importe quelle personne sensée va vous dire, bah non, l'objectif c'est de quand même pas le désocialiser totalement. Donc la CRPC c'est ça, c'est absolument pas une voie entre guillemets laxiste, c'est juste une voie à côté qui permet à l'action publique de passer, et qui permet à une personne d'avoir une condamnation au casier judiciaire, que ce soit en CRPC ou en audience, c'est la même chose. Ensuite, le rappel à la loi, on l'utilise pas pour des violences, pour quelqu'un qui a frappé sa femme, pour quelqu'un qui se balade avec 1 kilo de résine de cannabis, pour quelqu'un qui conduit pour la 3e fois sans permis. On n'utilise pas ça. On l'utilise parfois quand, je sais pas moi, il y a un mineur ou quelqu'un qui rentre, il a 2 grammes de cannabis, il a jamais fait parler de lui, il rentre du lycée, ou il est parfaitement inséré. C'est vraiment pour des délits mineurs généralement. Voilà, le policier qui l'a eu en garde à vue vous dit écoutez, il est terrorisé, il a peur, il reconnaît les faits, il est parfaitement inséré. Voilà, on estime que ça justifie pas plus que ça, donc on prononce, ou en tout cas on demande un rappel à la loi. Le rappel à la loi, nous, il est acté, on l'a dans un logiciel, donc on sait très bien que s'il a déjà eu un rappel à la loi et que si par malheur ou mégarde pour lui on le réattrapait à ce moment-là, on sait très bien que là, on a déjà passé la première étape, là on basculera sur autre chose. Donc moi, les alternatives aux poursuites ou la justice entre guillemets dite négociée comme les CRPC, je considère pas que c'est une voie laxiste. Je considère qu'à un moment donné, ça rentre dans ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites du procureur. Il estime que ce fait-là justifie cette réponse-là. Voilà. On entend souvent parler du phénomène de correctionnalisation, notamment en matière de viol. Vous qui avez travaillé au tribunal de grande instance de Bobigny, en tant que référent sur les violences conjugales, pouvez-vous nous expliquer ce dont il s'agit et nous expliquer pourquoi ce procédé il semble s'être aujourd'hui imposé comme une nécessité? Alors, il y a 2 types de correctionnalisation. La correctionnalisation de droit, si vous voulez, c'est réglé. C'est-à-dire que vous avez ouvert une information judiciaire pour une affaire de viol. Vous avez saisi un juge d'instruction du chef de viol. L'information judiciaire, on pensait par exemple qu'il y avait un acte avec un acte de violence, un acte de pénétration sexuelle avec violence, menace, contrainte ou surprise. L'information judiciaire se déroule et on se rend compte que juridiquement les faits ne sont pas établis. Néanmoins, il y a d'autres faits qui sont établis, des faits d'attouchement et tout ça, et qui peuvent justifier un renvoi pour agression sexuelle. Là, si vous voulez, c'est pas une faveur qui est faite au prévenu ou pas, c'est qu'en fait, à l'issue de l'information, ou même parfois à l'issue de la garde à vue, les qualifications qui avaient été visées au départ, criminelles, ne sont plus bonnes. C'est pas ça. Juridiquement, ça n'est pas ça. Donc là, si vous voulez, c'est réglé. Là, c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est ce qu'on appelle la correctionnalisation de droit. Celle qui fait débat, c'est ce qu'on appelle la correctionnalisation en opportunité ou de fait. Elle peut justifier par parfois plusieurs raisons. Et c'est souvent, j'aime pas le terme cuisine interne, mais c'est parfois des questions, oui, en interne de stratégie.
moi, il m'est arrivé, les cas de figure que j'ai eu et que je vous expose, c'est parfois, moi j'estime que les faits sont établis et qu'ils justifient un renvoi devant une cour d'assises. Néanmoins, la victime, en tout cas la plaignante à ce moment-là, qui dénonce les faits, elle est très fragile. Et son avocate me dit, ou son avocat me dit, j'ai peur qu'elle ne supporte pas ou qu'elle ne parvienne pas à défendre le procès aux assises. Devant les jurés et tout ça, ça va être ultra violent. Et il me dit, on pourrait éventuellement envisager un renvoi en correctionnel. Ça peut être parfois pour ça. Néanmoins, ça ne peut pas se faire contre l'avis de la personne. Ça ne peut toujours se faire qu'avec l'accord. Donc c'est quand même important. L'accord de la personne qui a subi les faits ou qui estime avoir subi les faits, et en tout cas qui se dit victime des faits, pardon, et son avocat ou son avocate. La deuxième, c'est quand par exemple, il y a, et c'est une réalité, des délais d'audiencement qui sont très longs. Il faut savoir que si parfois aujourd'hui une personne qui est libre, on peut attendre un procès pendant 3 ans. Libre sous contrôle judiciaire, on peut attendre 3 ans. Pour avoir un procès parfois plus rapide, on peut parfois demander une correctionnalisation, toujours avec l'accord de la personne, pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel, et parce on estime que la justice sera rendue plus rapidement, que les faits d'agression sexuelle seront plus faciles à caractériser que le viol. Et c'est vrai que j'entends que ça puisse choquer de l'extérieur, puisqu'on va se dire, attendez, si la victime estime avoir été violée avec les conséquences monstrueuses que ça entraîne, en termes physiques, en termes psychiques, pour son développement personnel plus tard, pour dans sa vie de famille, dans sa vie de tous les jours, pourquoi est-ce que nous on le renverrait en correctionnel? Alors qu'on dénature finalement quelque part les faits, et du coup, c'est une deuxième agression pour la personne qui, du coup, une deuxième fois se reprend quelque chose d'assez violent en lui disant ce que vous avez subi, c'est pas un viol, alors même elle se dit victime de viol, c'est une agression sexuelle. Ça ne se fait qu'avec son accord. Ça ne se fait qu'avec son accord. Et ensuite, moi, il y a quelque chose que pour le coup, auquel j'adhère totalement, et qui avait été mis en place lorsque j'étais porte-parole à Vendôme, mais qui est toujours en expérimentation et qui va se développer, c'est ce qui s'appelle la cour criminelle départementale. Vous savez que la cour criminelle départementale, notamment, a vocation maintenant à juger les affaires de viol. Donc à côté de la cour d'assises, et c'est notamment pour répondre à ces questions de correctionnalisation, on a mis en place des cours criminelles, donc qui jugent pas des délits, qui jugent des crimes par des magistrats professionnels, si ce n'est qu'il n'y a pas de juré d'assises. Ils vont juger des viols, avec le même temps, avec la même, en écoutant les faits, en écoutant les parties, en donnant le temps nécessaire à la parole, à l'accusé. Donc ça permettra à une personne qui estime que la justice est trop lente d'avoir un jugement plus rapide et d'être reconnue dans son statut de victime de viol. Première instance, cour criminelle pour les affaires de viol. Si jamais il y avait un appel, à ce moment-là, cour d'assises d'appel. Donc on aurait le double degré avec cour criminelle d'un côté et ensuite on appelle une cour d'assises. Moi j'estime que c'est pas fait que pour lutter contre la correctionnalisation entre guillemets, de fait, en opportunité, mais moi j'estime que c'est une bonne réponse, personnellement. Que pensez-vous de l'idée d'enregistrer les procès pénaux, notamment pour permettre de mieux montrer aux citoyens le fonctionnement de la justice? Alors, moi je trouve que tout ce qui permet de montrer aux citoyens le fonctionnement de la justice, c'est très bien. C'est toujours très bien, ça leur permet de voir que c'est plus complexe que ce qu'on veut bien penser parfois, que c'est jamais tout blanc ou tout noir, c'est souvent entre les deux. La question ça dépend en fait quelle sera l'utilité et ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on n'aura pas des procès comme Johnny Depp actuellement ou O.J. Simpson où c'est filmé en direct, c'est pas ça. Une fois qu'un procès est terminé, que toutes les voies de recours sont épuisées, ensuite il y a un certain nombre de demandes qu'il faut formuler, un certain nombre d'accords qu'il faut avoir. Moi je me dis pourquoi pas, sur le principe. Je me pose juste une question peut-être naïve, c'est que je me demande, une fois que le procès est passé, si par exemple il y a pas mal de recours, qu'on attend que tout soit définitif, et je me dis, c'est fou quand même de mettre en place ce dispositif, alors que si les gens qui sont véritablement intéressés veulent comprendre le fonctionnement, ils rentrent dans n'importe quel tribunal de France, ils poussent une porte de salle d'audience, ils s'assiedent dedans, et ils regardent. La justice est rendue. Tribunal correctionnel, cour d'assises, à l'exception des procès à huis clos, mais qui ne sont pas la majorité, vous rentrez. Moi, j'ai requis dans des procès aux assises, d'une journée, de 3 jours, de 15 jours, ou même correctionnel, avec des véritables enjeux, des véritables questions de société. Il y avait dans le public pas un chat. Personne dans le public. Rien. Et je me disais parfois, à l'issue des procès, je me disais, quel dommage, on s'est posé des questions passionnantes, des questions de société, il s'est dit beaucoup de choses et tout ça, il y avait personne. Et moi, j'invite vraiment les gens à aller, quand on a du temps et l'envie et qu'on a envie de s'intéresser au fonctionnement de leur justice, qui est leur service public,
d'aller dans les tribunaux, de s'asseoir et de regarder comment ça fonctionne, vraiment. Donc oui, moi je dis pourquoi pas, je pense qu'il n'y a pas de... Je suis pas opposé, mais je me dis juste, voilà, est-ce que vraiment les gens vont s'approprier ça? Je sais pas. Oui, ça va être utilisé à bon escient, toujours. Il y a justement, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, des statistiques qui montrent qu'en France, les peines prononcées, elles sont pas forcément exécutées, ou en tout cas, elles le sont que très bien après le jugement de condamnation. Comment vous expliquez ce phénomène? Alors ça aussi c'est pareil, ça fait partie des lubies de certains responsables politiques qui vous disent systématiquement il faut lutter contre la non-exécution des peines. Comme vous venez de le dire très justement, toutes les peines elles sont exécutées. Pareil, sur le site du ministère, il y a un document de plusieurs pages qui a été élaboré il y a quelques années de ça et qui tord le cou à cette idée-là, à savoir qu'une majorité de peines, je crois que le chiffre c'est 100 000, ne sont pas exécutées chaque année. Si 100 000 peines n'étaient pas exécutées chaque année, je pense qu'on aurait dépassé le milliard depuis très longtemps. Là. Vous voyez, c'est que je pense qu'il y a un nombre incalculable de personnes et que les prisons peut-être aussi ne seraient pas aussi surpeuplées. Donc c'est pas vrai. La vérité c'est que l'immense majorité des peines sont exécutées quelques mois après. Ce qui se passe parfois, c'est que quand vous avez un mandat de dépôt à l'audience, c'est réglé. La personne est condamnée à un mandat de dépôt, elle part. Si vous avez une personne qui est présente à l'audience à son procès, la peine va être mise à exécution. Elle est là immédiatement et c'est réglé. Donc les peines, en fait, généralement, elles s'exécutent dans un délai de 3 à 7 mois. Une grande majorité, je crois que c'est plus de la moitié. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, c'est pas des peines qui ne sont pas exécutées. C'est des peines qui mettent plusieurs temps, parfois plusieurs mois, parfois quelques années, mais c'est rare, mais ça arrive à être exécuté. C'est dans quoi le cas de figure? La personne n'était pas présente à l'audience, elle n'a pas de domicile, ou pire que ça, on ne connaît pas son adresse. L'adresse qui était rentrée dans notre logiciel n'est pas la bonne. Elle a déménagé et elle ne s'est pas signalée. La personne est condamnée, et ce qui se passe généralement, c'est que parfois, au détour d'un contrôle de police, au détour d'un contrôle dans un aéroport, quelqu'un qui part pour l'étranger, qui passe son passeport, la personne est inscrite au fichier des personnes recherchées ou autre, à ce moment-là, on a l'alerte et à ce moment-là, on est prévenu. Je crois que dans tous les parquets de France, il ne se passe pas une semaine ou un week-end où on n'a pas des gens, des services de police qui nous appellent pour nous dire voilà, on vient interpeller un tel, il a 4 mois exécuté, 6 mois, 7 mois. Ce qui se passe tout simplement, c'est que parfois la justice, comme elle n'a pas de boule de cristal, elle ne peut pas deviner l'adresse des gens. Les gens ne pensent pas à signaler, mais ça marche pour tout le monde. Hein. On a parfois des plaignantes qu'on n'arrive pas à retrouver parce qu'elles ont déménagé, on n'a pas la bonne adresse. Donc on essaie de les retrouver. Mais quand la personne arrive à l'audience, la peine est exécutée très rapidement. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que parfois il peut nous arriver de mettre plus de temps à exécuter des peines alors même qu'on a l'adresse, tout simplement parce qu'on a un stock de délais en retard, mais ça après, c'est pas sur une question de mauvaise volonté de la justice, c'est une question toujours pareille, c'est du manque de moyens en fait. Si vous démultipliez les magistrats en charge de l'exécution des peines ou les collègues qui sont chargés de juger les affaires ou les mettre à exécution, évidemment qu'il y aura beaucoup plus de mains, beaucoup plus de personnes, de fonctionnaires qui permettront de mettre en route la machine. Si vous avez une personne qui traite tout un département, oui forcément ça va mettre plus de temps, ça c'est sûr. À l'heure où justement il y a de nombreux magistrats qui s'insurgent sur le manque de moyens financiers et humains aussi de la justice, on pense notamment à la tribune des 3000 parue dans le journal Le Monde. Justement, est-ce que vous pensez qu'une revalorisation de ces moyens permettrait de contribuer à gommer en fait cette vision laxiste de la justice? La revalorisation des moyens, j'allais vous dire, bien sûr que personne ne va vous dire non. C'est pas oui. En fait, après la question, c'est sur ce quinquennat-là, il faut être honnête. Le budget a augmenté et Éric Dupond-Moretti a obtenu un budget que personne n'a obtenu depuis très longtemps, avec une hausse spectaculaire. Le vrai problème, en fait, c'est que tout est lié en fait dans le monde judiciaire. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple très simple, on vous donne des moyens ou une enveloppe budgétaire pour une juridiction pour que vous puissiez créer une chambre supplémentaire. Si vous n'avez pas d'endroit physique, bâtimentaire, pour mettre la nouvelle chambre, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Tout est lié en fait. C'est-à-dire que, oui, il faut plus de magistrats, mais qui dit plus de magistrats, donc du coup, il faut les recruter. Une fois qu'il faut les recruter, il faut les former. Une fois qu'on les recrute, si on en recrute beaucoup, est-ce que par exemple l'ENM est en capacité de former, je sais pas moi, 700, 800, 1000 élèves auditeurs? Donc il y aura un délai de 3 ans avant qu'ils arrivent en juridiction. Si par exemple vous mettez des moyens dans une juridiction, vous pouvez créer une chambre supplémentaire, d'accord, mais où vous la mettez? Est-ce qu'il faut faire des travaux à côté pour agrandir le tribunal, pour créer une chambre supplémentaire? Tout est lié en fait. Oui, la revalorisation des moyens, je vous dirais oui, c'est toujours très bien, et il faut prendre et se dire qu'on peut toujours faire mieux avec plus de moyens. La question c'est, est-ce que ça, il n'aurait pas fallu le faire il y a 30 ou 40 ans ou 50 ans en arrière, en prenant des décisions majeures importantes, il y a 30, 40 ans ou 50 ans, qui nous permettraient aujourd'hui de récolter les fruits de tout ça et d'avoir une justice qui fonctionne normalement. Je vous dis, une justice pour moi normale,
c'est même pas pour le magistrat, même si la première nous, forcément, on pense aussi à nous, c'est pour les justiciables et les personnes qui viennent demander justice. La première des choses, c'est qu'après 20h ou 21h, il n'y a plus des gens qui attendent depuis 13h30 pour être jugés. Ça, c'est juste anormal. Ou des gens qui sont incarcérés lors d'une audience ou placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, et qui arrivent à la maison d'arrêt à 4h du matin. Ça, c'est anormal. Et récemment, nous avons interviewé la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Madame Dominique Simoneau. Et d'après elle, les magistrats n'ont pas forcément conscience des conséquences concrètes de leurs décisions, notamment lorsqu'ils décident de placer une personne en détention alors que les prisons sont surpeuplées. Alors partagez-vous ce constat ou estimez-vous que les magistrats ont pleinement conscience des conditions de vie en détention? Non, je pense que les magistrats, ils ont pleinement conscience. Je pense que quand on incarcère quelqu'un, on sait très bien où il va. On ne vit pas coupé du monde. On sait très bien l'établissement, surtout l'établissement, le ressort dans lequel on est. On sait très bien s'il est surpeuplé ou pas, ce qui la majorité du temps est le cas. Généralement, l'établissement pénitentiaire, on l'a visité, on l'a vu. On a fait à l'ENM un stage en pénitentiaire, donc on sait très bien ce que c'est. Donc, savoir où on les envoie, si. Le problème, c'est qu'on en revient toujours à ce qu'on se disait tout à l'heure. Quelqu'un qui a commis des faits graves, qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on le remet en liberté en se disant non, on peut pas l'incarcérer, ou est-ce qu'on l'incarcère parce que ça justifie en fait par rapport à l'atteinte à l'ordre public, par rapport à la gravité des faits, par rapport à la dangerosité, par rapport au risque de réitération des faits et tout ça. On en a conscience. On voudrait pouvoir satisfaire le principe qui est vieux maintenant d'encellulement individuel avec des conditions dignes. Il ne s'agit pas d'avoir des conditions, comme disent certains, la prison c'est le Club Med, c'est pas ça, mais juste d'avoir des conditions en fait dignes pour les personnes. Pouvoir avoir un enseignement individuel, ne pas être à 5 ou 6 dans une petite cellule avec des gens qui dorment par terre, l'été où il fait 40 degrés. On voudrait pouvoir, mais en fait la vérité c'est qu'on n'a pas les moyens tout simplement, et que des faits graves justifient parfois que la justice aussi passe en fait tout simplement. Donc non, pour vous répondre, bien sûr qu'on en est conscient. Mais parfois en fait on n'a juste pas le choix, c'est terrible comme aveu, mais c'est la vérité. Justement, c'est qu'ils se retrouvent aussi forcément dans des situations, c'est pour ça que la contrôleure générale des lieux de privation de liberté mettait en avant ces conditions indignes de ces personnes-là. Oui, bien sûr. Vous savez qu'aujourd'hui, le juge des libertés et de la détention, on lui a reconnu la possibilité, lorsqu'il estime que les conditions de détention sont indignes, de remettre en liberté une personne. Ça fait partie des attributions aujourd'hui du juge des libertés et de la détention. Le législateur, il a tendance à augmenter les peines encourues pour les infractions violentes, notamment au gré des faits divers, sans que cela ne semble avoir de réelles conséquences sur les peines effectivement prononcées par les juridictions. Comment vous expliquez ce hiatus? Alors en réalité, c'est faux. En réalité, il y a une aggravation des peines. Pareil, je vous donne un exemple, je pense qu'on pourrait le décliner sur plein d'autres. Il y a eu un fait divers il y a quelques années, pas longtemps, 3-4 ans. Je crois que c'était la soirée du Nouvel An. Il y a une policière qui est filmée et qui se fait tabasser par des gamins, je crois que c'était dans le Val-de-Marne. Et donc légitimement, les policiers manifestent en disant que c'est scandaleux et tout. Bien sûr, les faits sont gravissimes et insupportables. La policière, on la voit à terre. Et en fait, arrive un débat. Moi, j'étais au porte-parole au ministère. Revient le débat des peines planchées. Et on dit qu'il faut rétablir les peines planchées et tout ça. Bon, les études qui ont été faites sur les peines planchées montrent en fait, effectivement, ça n'a pas eu d'effet sur l'aggravation. Néanmoins, ce qui a été démontré, c'est que sur les atteintes à l'autorité, notamment tout ce qui était outrage, rébellion, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, c'est faux de dire que la justice est laxiste. Si on prend sur les dernières années, il y a eu une augmentation du quantum de peine d'emprisonnement prononcé, et notamment d'emprisonnement ferme. Donc c'est pas vrai, encore une fois, c'est une vision biaisée. Si on prend les statistiques, vous savez, on dit souvent les hommes mentent, mais pas les chiffres. Si on prend les quantums prononcés, on se rend compte qu'il y a une aggravation des peines. Mais on en revient à ce qu'on disait tout au début. Est-ce que frapper comme un sourd sur quelqu'un, ça s'appelle rendre justice en fait? Est-ce que c'est ça la justice? Ou est-ce que la justice, c'est avoir quelqu'un face à soi, poser les bonnes questions, essayer de comprendre le passage à l'acte, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il était là, prononcer une peine qui est juste, à savoir par rapport à la gravité des faits, par rapport à ses faits, par rapport à la personnalité, une peine qui ne l'handicape pas par rapport à sa situation personnelle, et surtout, faire en sorte qu'il sorte de là, qu'il aille en détention ou pas, mais qu'il sorte de cette affaire et qu'il purge sa peine, en ne récidivant pas et en se réinsérant. Est-ce que c'est pas ça plutôt l'institution, l'œuvre de justice? Moi je crois que c'est plutôt ça. Plutôt que de dire on a mis 10 ans à quelqu'un
qui a fait un outrage à un policier, super, tout le monde est satisfait. C'est quoi l'intérêt en fait si il sort complètement désocialisé, avec une rancœur, une haine parce qu'il n'a pas compris la peine qui était démesurée, et en fait c'est quelqu'un qu'on a définitivement perdu. C'est pas ça la justice en fait. Il faut relire tous les grands textes, il faut relire tout ce qui a été pensé, réfléchi par d'éminents magistrats, par des gens qui ont, qui ont réfléchi sur le rôle et l'essence même de la justice, et ne pas s'arrêter à un fait divers et à l'émotion. Bien sûr que l'émotion elle est importante, mais parfois il faut savoir, et c'est ce qu'on demande aux magistrats, prendre suffisamment de recul à un moment donné pour juger des situations. Et c'est ça, à mon avis, le rôle de l'institution judiciaire. Donner justement un sens à cette peine-là. Vous êtes actuellement coordonnateur au pôle de communication à l'École nationale de la magistrature. Pensez-vous qu'une meilleure communication sur les questions judiciaires permettrait de corriger cette impression de justice laxiste? Oui et non. Oui et non, c'est-à-dire que oui, on peut toujours en faire plus. Après, non, je pense que c'est pas un excès de communication en faisant des journées portes ouvertes et on déballe tout ce qu'on fait. Ça, je pense que c'est pas du tout ça. Je pense qu'il y a parfois des choses, et on en revient aussi aux moyens. On parle beaucoup aujourd'hui de l'équipe autour du magistrat, c'est-à-dire des gens recrutés, que ce soit d'ailleurs des magistrats ou que ce soit des assistants spécialisés, qui pourraient être recrutés et qui pourraient apporter une aide concrète aux magistrats. Je pense que sur les questions de communication, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Il s'agit pour moi plus d'avoir des actions ciblées ou de communiquer à un moment donné à des instants T sur des affaires précises. Je vous donne un exemple très simple, l'affaire à Bobigny, l'exemple de la judocate. Il y a des photos qui circulent où effectivement on voit quelqu'un qui a le visage vraiment tuméfié, et on a une décision de relax qui est prononcée. Moi, j'ai mis aucun jugement dessus parce que je suis pas parti et que ça ne me concerne pas, à part, en tant que citoyen et en tant que justiciable et en tant que magistrat, ça m'interpelle, je regarde Mais les gens comprennent pas. Moi, je le vois autour de moi, les gens me disent, mais comment c'est possible et tout ça. Et on se dit, tiens, est-ce que par exemple, sur des affaires, parfois, ça mériterait pas aussi une communication? Mais si on part du principe que ça mérite une communication, il faut réfléchir à comment on l'a fait. Qui communique? Est-ce que c'est le procureur? Est-ce que c'est le président de la juridiction? Et si oui, sous quelle forme? Je pense que oui, ça mériterait d'être creusé. Néanmoins, il faut quand même réfléchir à la stratégie, à comment on le fait, je pense. Enfin, pour clôturer cette interview, quel a été votre meilleur souvenir en tant qu'étudiant? Alors, mon meilleur souvenir en tant qu'étudiant, franchement, il y en a plein. Vraiment plein. Je pense qu'il y a les souvenirs quotidiens, c'est-à-dire la réussite d'un partiel, des copains, des copines avec qui aujourd'hui avec qui je suis toujours en contact. On a tous eu ce qu'on voulait. J'y repense et c'est des très bons souvenirs. Après, si je dois en choisir un, je dirais l'admission à l'ENM. Je me souviens exactement d'où j'étais, de l'endroit où j'étais, ce que ça symbolisait pour moi. Et tout ça, c'était le 13 décembre 2007. Et voilà, et je me souviens vraiment de ce que c'était l'aboutissement d'une vie étudiante. Donc mon meilleur souvenir, ce serait ça, parce que pour moi, c'était vraiment, j'ai intégré l'école de la République, avec tout ce que ça voulait dire par rapport à mes parents qui avaient tout quitté au Maroc pour venir en France. Parlait pas français, on est partis nous de très bas, on n'était pas du tout prédestinés à ça, et donc ça, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui encore, et jusqu'à ce que je parte, je l'emporterai avec moi parce que c'est quelque chose de très important. Et l'autre question, c'était un mauvais souvenir? Non, c'était plus par rapport à une anecdote professionnelle, qu'elle soit positive ou négative, qui vous a marqué. Une anecdote, je ne vais pas du tout donner le sentiment de m'apitoyer, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de petits comportements qu'on a tendance à mettre sous le tapis. Or, c'est des choses qui sont révélatrices de beaucoup de choses dans la société. Et aujourd'hui encore, il y a de la perception qu'on a. Et je le dis pas pour moi, parce que moi aujourd'hui, je pourrais me dire, j'ai eu ce que je voulais, je suis magistrat, mais pour toute la génération qui suivra et qui suit, comme vous, et qui ont probablement les mêmes parcours que moi et qui ont envie aussi de faire la même chose. Il est arrivé plusieurs fois qu'on me prenne soit pour le chauffeur du tribunal, ou soit pour quelqu'un du service informatique. Voilà. Et je pense que ça, c'est absolument pas anodin. Alors que j'avais 7 ans de fonction, que j'attendais en qualité de procureur devant le bureau d'un collègue ou d'une collègue qui ne me connaissait pas pour un débat et tout ça. Donc parfois on m'a pris pour quelqu'un qui venait changer avec les USB et tout ça. Voilà le genre de truc qui m'agace et qui me fait continuer ce que je fais actuellement. Peut-être que d'autres étudiants justement rejoindront votre lignée, on l'espère en tout cas. Merci pour cette interview, Monsieur Badre. Quant à vous, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à souscrire à la chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et LinkedIn. Vous retrouverez toutes nos informations en barre d'infos. Au revoir et à bientôt dans Scène de crime.